Soba alala soba du gwane marasa soba banda wula jange alamba badiande soba me buri madiande marasa koya mani go toleno ne kunderi yela ame soba Maraba lolo zuguara la kosoba barawiye. Ala madina viriata mabe. Soba la viriata mabe. Banga yoro vo soba me kafara bategiriana. Alugadi furula ya ke mandaye bulugo so angana nderi kema Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille sur ce plateau et sur cette page de l'ouverture média. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre pays. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bienvenue à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission inédite, une émission 100% en français, une émission sans filtre et surtout sans réserve. Aujourd'hui, nous recevons deux hommes de taille exceptionnelle, deux hommes politique. Et sans plus tarder, nous allons leur donner le micro pour qu'ils se présentent à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Quelques mots à l'endroit de nos chers abonnés. Bon, bonsoir à tous et c'est un plaisir de pouvoir être avec vous ici et d'échanger sans filtre, sans gants, comme vous venez de l'indiquer, et surtout de tenir le langage de vérité sans complaisance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fait tour au deuxième invité. Bonsoir à vous, merci. Bonsoir aux chers téléspectateurs. C'est aussi un plaisir d'avoir cette opportunité de pouvoir échanger et voilà, partager, n'est-ce pas, certaines informations avec mon co-débatteur pour qui j'ai assez d'estime. Merci d'être là et merci à toi. Allez, c'est parti. Comme à l'accoutumée, nous jugeons nécessaire de parler un peu sur le parcours de nos invités. Quant au premier invité, Monsieur Nounsar, un homme ambitieux et riche avec une culture politique abondante. Monsieur Nounsar est aujourd'hui détenteur d'un diplôme de master en droit des affaires, un jeune leader émergent et président du Front africain pour le développement. Par sa compétence, ce jeune juriste met ses empreintes professionnelles au cabinet d'avocats Global Partenaire. Par son engagement dans le mouvement M5, Rassemblement des forces patriotiques, en 2020, il fut nommé conseiller au Conseil national de la transition et devient par la suite deuxième secrétaire parlementaire du CNT. Le jeune politique Nounsar clame haut et fort en 2020 que le Mali va se relever. Pour cela, il annonça comme appel à la jeunesse malienne qu'aucun pays ne se libère par des forces extérieures. Quelle maturité. Monsieur Nounsar, encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Place à notre deuxième invité, professeur Abdul Karim Djamoutene, un homme très cultivé, au sens court qu'au sens large.
un homme politique de son État. De 2002 à 2003, il fut représentant des étudiants à l'Assemblée de fac et au conseil de l'université à la FSJE. Sur le plan professionnel, il fut économiste, planificateur et chargé de prévision macroéconomique à la Direction nationale de la planification du développement au compte du ministère de l'économie et des finances. Professeur Abdul Karim Djamtene fut enseignant vacateur à l'UG et à la FSEC entre 2006 et 2010. Par la suite, il devient enseignant-chercheur permanent à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako en 2013. Il fait actuellement des recherches dans le domaine de l'économie agricole, de la pauvreté et l'inégalité, de la migration et transfert de fonds, etc. Professeur Abdul Karim Djamtene fut ancien membre des sections jeunes et partis de l'ADEMA à Sikasso et président de plusieurs associations. Depuis 2021, il est président du parti du Mouvement démocratique pour la justice sociale, le Réveil. Professeur Abdul Karim Djamtene, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je me sens flatté. Merci. Oui, c'est normal. C'est normal quand on se retrouve avec des invités de marque comme ça. Il est important vraiment que nos abonnés soient au courant de vos qualités. Encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons deux thèmes aujourd'hui. Le premier thème porte sur la tentative de coup d'État au Burkina. Deuxième thème, report de l'élection présidentielle. En ce sens, il est important de se poser la question, quelles sont les motivations qui sont derrière cette tentative de coup d'État au niveau du Burkina Faso? Parce que là où on se retrouve, on voit que le peuple burkinabé se trouve derrière la transition. En ce sens, pourquoi un nouveau coup d'État? C'est la question fondamentale qu'on se pose. En ce sens, je m'adresserai à mon premier invité pour nous dévoiler réellement l'idée qui se cache derrière cette tentative de coup d'État. Monsieur Noussar, quelle lecture faites-vous par rapport à cette réalité? Bon, je pense qu'il n'y a rien à dévoiler. Tout le monde sait pourquoi il y a une tentative de coup d'État au Burkina Faso. Il est clair que le Burkina Faso a depuis un an emprunté un chemin qui consiste à assurer sa souveraineté, à ramener la sécurité, à ramener la paix. Et cela a nécessité de nouvelles orientations. Changement de partenaire, exigence du départ des forces étrangères et refus d'obéir à une ligne qui, comme nous le savons tous, hein, c'est une ligne qui malheureusement, depuis 10 ans, ne nous a pas amené la paix, a permis la floraison de groupes armés terroristes sur la bande sahélienne, notamment dans la zone des 3 frontières. Donc le peuple burkinabé a fait le choix d'une option qui est celle de la souveraineté, qui est celle de la dignité retrouvée, qui est celle de l'autonomie décisionnelle. Et désormais, dans nos pays, au Mali, au Burkina et aujourd'hui, je l'espère pour le Niger, personne ne décide à la place de nos dirigeants. Personne n'oriente nos politiques publiques. Personne n'engage les ressources publiques selon ses propres intérêts. Et lorsque vous prenez une nouvelle orientation, c'est tout à fait normal que vous bousculez des agendas. Vous bousculez un establishment. Et quand on bouscule un establishment, c'est pas de gaieté de cœur qu'il va dire son dernier mot. Hein. Ils vont toujours rester mobilisés et vont toujours tenter de stopper cette orientation-là qui ne répond pas aux intérêts sordides de certaines puissances extérieures, notamment de l'ex-puissance coloniale, qui a des vallées en Afrique, qui a des vallées au Burkina, qui a des vallées en Afrique de l'Ouest, et qui mettra tout en jeu et qui jettera toutes ses forces dans la bataille pour changer de régime afin de changer d'option.
Donc c'est comme ça, on passe par des officiers, on passe par des chercheurs, on passe par des intellectuels, on passe par des journalistes, on passe par des hommes disposant de réseaux d'influence, mais c'est de bonne guerre. Heureusement que le peuple burkinabé est resté debout. Moi, je vous cache pas, ces événements m'ont trouvé à Ouagadougou. Et je venais d'un restaurant très connu à Ouaga, le bistrot lyonnais, avec un collègue. Et lorsqu'on est tombé nez à nez sur une grande manifestation près des bureaux du président capitaine Traoré, et voilà, c'est pas surprenant. Ce n'est pas la première tentative de déstabilisation de la transition au Burkina Faso. Ce ne sera pas la dernière. C'est au peuple d'être mobilisé. Je l'ai toujours dit, les transitions politiques en cours en Afrique, au sud du Sahara, en Afrique, notamment la partie sahélienne, ces transitions n'auront d'autres boucliers que leur peuple. Et si ces transitions ne poursuivent pas les intérêts du peuple, et bien évidemment, le temps s'arrêtera pour cette transition. Et c'est pourquoi nous, au Mali, au Burkina, au Niger, nous faisons tout pour que tout soit dans la direction des intérêts stratégiques du peuple, de nos peuples, qui est aujourd'hui la sécurité. La sécurité sur l'ensemble de nos territoires, qui est la lutte contre le terrorisme, qui est le vivre ensemble, la cohésion, la paix, la concorde nationale. Et qui est aussi l'émergence économique. Je suis très heureux de voir sur ce plateau un éminent professeur en économie, surtout spécialiste des questions agricoles, parce que notre avenir au Sahel, c'est dans l'agriculture. Et nous encourageons fortement nos autorités, les pouvoirs publics, les chercheurs, les compétences à s'orienter vers ce secteur qui va d'abord nous permettre de nourrir nos peuples. Et après le reste, là, on va y penser quoi. Okay. Donc la raison fondamentale de cette tentative éhontée de déstabiliser le pouvoir burkinabé, c'est bien sûr que une hégémonie a été dérangée, un ordre préétabli a été dérangé, des intérêts ont été bousculés et il faut tout faire pour revenir à la case départ. Mais on le dit souvent que tout le monde refuse, pour paraphraser en français ce dialogue bambara, que tout le monde refuse, mais que Dieu accepte. Merci d'avoir donné cet éclaircissement. Professeur Diamtene, qu'est-ce que ces putschistes pouvaient apporter comme argument pour justifier ce coup d'État en cas de réussite? Parce que la question se pose. Ok, merci. Je crois que je suis content, comme je le dis encore, d'être en face de nous, ça. Peut-être que j'ai l'habitude de le suivre à distance. Et j'apprécie souvent ces interventions. Au fait, il faut reposer cette problématique-là dans son contexte réel. Moi, je le dis souvent. On oublie vite, sinon la paix n'est pas la norme. La paix n'est pas n'a jamais été une norme mondiale. C'est la guerre qui a toujours été la norme. Comment? La paix n'est qu'une période de passage d'un équilibre vers un autre, en attendant que les protagonistes prennent de la force. Revenons dans nos contextes anciens. À qui on n'a pas dit ton grand-père est décédé lors de tel combat, et chaque fois dans nos villages, les gens étaient tout le temps craintifs. Vous êtes là, un autre village vient vous attaquer, ça a tout le temps est comme ça. La guerre a toujours été comme ça, même au niveau de l'Occident. Mais pourquoi il y a eu cette stabilité pendant ces 50, 60 dernières années, 70 années? Parce que simplement, à un moment donné, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs se sont donné la main, ont établi un ordre mondial. À la faveur de qui? Exclusivement de leur faveur. Et c'est dans le contexte qu'il y a une certaine répartition stratégique, géopolitique. Et donc, nous, nos pays ici, les colonies françaises, sont comme des vassaux de la France pour protéger les intérêts géostratégiques exclusifs de la France. D'où la France était forcément le porte-plume de nos pays, n'est-ce pas, au niveau du Conseil de sécurité. Et chaque fois qu'il y a une action qui se déroulait dans nos espaces ici, tant que cela ne prenait pas encore l'intérêt de la France, ça ne passait pas.
Même quand les autres pays savaient que vraiment cela ne nous arrangeait pas, mais ils trouvaient les moyens entre eux de s'arranger parce que c'est comme ça, c'est du donnant et du recevoir. Donc, dès lors qu'on a compris ça, c'est pourquoi je dis je suis en face d'un jury, je suis content parce que souvent ce sont eux les juristes souvent qui viennent nous sortir des arguments pour le droit international. Le droit c'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est à un moment donné, des gens qui se croyaient forts se sont assis, ont établi des règles et nous ont obligés de respecter ça, de marcher conformément à ça. Maintenant, puisqu'il s'agit de la survie de ces grandes puissances, parlons principalement de la France, de la survie de cet espace-là, pour tout le monde, tous ceux qui savent que la zone du Sahel, la richesse que renferme cette zone-là, tout le monde le sait. Maintenant qu'il y a des gens, il y a une nouvelle mentalité qui veut maintenant bousculer maintenant ce ordre ancien. C'est tout à fait normal qu'il y ait un problème. Et toute cette problématique se situe dans ce contexte. Maintenant, le droit a dit ça, tel a dit ça, ce sont des alibis. Maintenant, le Mali, le coup est parti du Mali. Ils ont minimisé le Mali. Mais après, il y a eu peut-être la Guinée qui n'a pas trop suivi, mais le Burkina, ça s'est propagé au Niger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser cette dynamique. Mais par où? Avant de parler du coup d'État du Burkina, mais il y a eu des vérités de coup d'État au Mali ici. Bien sûr. Ils ont tenté de casser ici. Ils vont tenter de casser au Niger. Donc également, ils vont tenter de casser au Burkina. Et donc les acteurs, parce que puisque votre question c'est de savoir qu'allait-il dire si ça marchait? Non, eux, on leur dicte ce qu'ils doivent dire. Parce qu'ils n'ont pas agi de par eux-mêmes. Ils n'ont pas agi de par eux-mêmes. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand vous prenez le coup d'État qui a eu le premier coup d'État au Burkina contre le roc Marc Christian Kaboré. Mais regardez celui qui est venu après. Tout le monde savait que c'était un valet de la France. Mais quand les rumeurs nous font croire qu'actuellement, ceux-là qui étaient impliqués dans la tentative de coup d'État au Burkina, qu'il y a beaucoup d'éléments de roc Marc Christian Kaboré là-dedans, vous comprenez ce que ça veut dire? Les gens de roc Marc Christian ayant perdu leur pouvoir. Maintenant, la France, à travers d'autres pays qui voudraient maintenant se venger, ils ont un adversaire commun. C'est ceux-là actuellement qui sont en train de défendre l'intérêt et la souveraineté de nos peuples. Donc, moi, c'est sur ces arguments qu'ils avanceraient. Et maintenant, on est habitué à ces arguments, en fait. L'argument, c'est quoi? C'est l'argument sécuritaire qu'ils vont mettre au devant. Vous dites, avant que vous ne veniez, il y avait moins d'attaques. Maintenant, vous êtes arrivé, il y a plus d'attaques. Il y a ces arguments farfelus qu'on connaît, au fait. Donc, pour moi, c'est toute une logique qui est comprise, Et c'est pourquoi je dis encore, chers co-débatteurs, vraiment, moi, c'est une invite à l'endroit de nos camarades juristes qui viennent nous sortir des éléments qui ont été conçus ailleurs, ne serait-ce que pour défendre l'intérêt d'autres personnes. Et nous, en aucun moment nos intérêts n'ont été pris en compte. En aucun moment nos intérêts ont été pris en compte dans ces différents tralala lorsqu'on les écrivait. À vous maintenant de trouver des argumentaires forts, n'est-ce pas, qui nous permettent, n'est-ce pas, de valoriser, de capitaliser ce que nous sommes en train de faire à l'issue de cette haute lutte, qui permettrait également à nous aussi de pourquoi pas aussi vendre d'autres concepts. Parce que vous voyez, c'est un combat, tout ça on nous met souvent autour de certains concepts. Nous, ça là, ils vont dire tous les concepts auxquels nous allons faire allusion ce soir. Ce sont les concepts, quelqu'un s'est assis dans son petit bureau au niveau des Nations Unies, on lui a dit, bon, tu confies une petite mission, trouve quelque chose, il rentre dans un bureau, il sort avec un concept, et maintenant vient, lui et moi, à notre âge encore, on nous fait apprendre des concepts, chaque jour des nouveaux concepts, après demain des nouveaux concepts, et même la définition du terrorisme, vous allez voir, quand moi je vais donner une définition telle que je comprends, telle que je vis la chose, nous, ça va donner tel qu'il comprend, tel qu'il vit la chose, pour nous, ça ne veut pas, ça n'a pas de sens pour les autres. Mais il suffit seulement que quelqu'un, on lui confie un petit bureau, une petite tâche là, il sort, il dit, bon, désormais le terrorisme, voici ce que ça veut dire, voici le concept, tant, et donc vraiment c'est ce qui devient maintenant la chose communément partagée. Donc pour moi, ces éléments là qui ont essayé de tenter de faire le coup d'État ne sont que des instruments au service de qui, pas ni du Burkina, ni du Mali, ni du Niger, etc., mais de ces grandes puissances là qui sont perchées ailleurs. En l'occurrence la France, il faut le chat, il s'appelle le chat c'est la France. Merci. Merci d'avoir donné cet éclaircissement. Honorable Sarr, nous avons entendu sur les réseaux sociaux que ce coup d'État aurait été financé par le président de la Côte d'Ivoire à hauteur de 25 milliards. Est-ce que réellement cette information qui circule sur les réseaux est-elle fondée? Bon, moi je ne peux pas confirmer ça. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Je n'ai pas d'éléments tangibles pour confirmer ce que vous venez d'indiquer. Ce qui est évident, un ordre a été bousculé.
ce qui est évident, il y a des intérêts qui ont été remis en cause. Il y a une hégémonie qui a été brisée. Et ça là, quel que soit le prix à payer, mais ceux qui sont à l'origine de ça, on va vouloir on cherche leur peau. Et c'est sûr. C'est pourquoi je dis le peuple est notre bouclier. Et les temps futurs, les mois à venir et tout ça, vont pas être comme une rivière silencieuse. Hein. Il faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. Mais notre hymne national a dit que la voie est dure, très dure. Celle qui mène au bonheur commun, c'est dur. Et ça là, cette voie, il n'y a pas d'autre alternative à cette voie dure là qui mène au bonheur. Il n'y a pas d'autre alternative à ça. Nous, on n'a pas le choix. Nous n'allons pas léguer l'insécurité à nos enfants comme héritage. Pendant 10 ans, des forces étrangères ont occupé notre territoire au motif fallacieux qu'on va amener la paix, qu'on va amener la sécurité, qu'on va s'interposer, qu'on va lutter contre le terrorisme. Lorsque ces forces venaient, c'est un constat. Et un constat de fait historique tangible. Lorsque ces forces venaient, l'insécurité était pour nous seulement dans le septentrion. Aujourd'hui, c'est au sud du pays. Maintenant, on est en droit de se poser la question, est-ce que leur présence n'a-t-elle pas alimenté l'insécurité? Et moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on entend beaucoup de spéculations. Il y a une campagne de communication visant à discréditer les réalisations de la transition, y compris les efforts de l'armée. Mais notre peuple n'est pas dupe. On nous a dit ici dans ce pays qu'après le départ des forces françaises, c'est la Nakba, la catastrophe. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que lorsqu'on va demander le départ des forces onusiennes, ce sera encore la catastrophe. Mais notre armée opère aujourd'hui en toute autonomie. En toute autonomie. Avant, pour se déplacer, nos militaires étaient obligés de faire la queue et d'attendre les avions MINUSMA ou Barkhane. Aujourd'hui, ce sont nos avions pilotés par des Maliens. Nos militaires, un haut responsable d'une ambassade étrangère m'a confirmé que lorsque nos militaires étaient en patrouille, il leur arrivait d'être en panne sèche, en panne de carburant. Ils étaient obligés de garer les pick-up là qui étaient et de faire le reste à pied. Ça, c'est un haut responsable d'une ambassade étrangère qui me l'a dit. Donc, aujourd'hui, il y a une option. Et l'option là a un coût. Faut pas oublier ça. Il y a un coût. Hein. On va assécher nos banques. On va manipuler la BCAO. On va tout faire pour nous faire payer ça sur le plan économique. Et maintenant, quelle solution pour que le peuple malien ne souffre pas de ça? Non, c'est important. C'est pourquoi je dis, c'est important qu'il y ait des politiques publiques soutenues en faveur de l'agriculture. Parce que moi, je ne suis pas économiste, je suis juriste. Mais le peu que j'ai appris en économie, c'est que l'économie ne doit pas se cramponner exclusivement à la lutte contre l'inflation. Et depuis les années 80, nos économies souffrent de ce dogme-là. C'est la lutte permanente contre l'inflation. Et on ne va pas vers la croissance. Alors que c'est la croissance qui crée la richesse. Et la première richesse, c'est l'homme et la terre. Vous cultivez la terre. Donc c'est pourquoi moi j'encourage les pouvoirs publics, nos élites, à embrasser l'agriculture de façon efficace et efficiente pour qu'il y ait des productions de masse, pour que nos peuples soient nourris. Le peuple soit nourri. C'est ça. Parce que c'est le peuple, là, lorsqu'il a à manger. Mais le peuple subit une option, choisit une option pour sa liberté. Mais parallèlement, si c'est la famine, les acquis risquent d'être remis en cause. Et c'est une réponse politique. C'est la classe politique, la nouvelle classe politique. C'est la nouvelle génération d'engager ce combat-là. L'armée a fait ce qu'elle devait faire. L'armée continue à travailler sur le plan de la sécurité. Mais c'est à la classe politique, à l'élite qui dirige, d'engager des réformes sur le plan agricole. Il faut que notre jeunesse
ça donne à l'agriculture. C'est ça qui va assurer un lendemain meilleur. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, 1 hectare de culture d'oignon, c'est à peu près 40 tonnes. Oui, c'est quand vous cultivez 1 hectare en oignon, c'est à peu près un oignon de bonne qualité et tout, avec bien sûr des semences améliorées. C'est 40 tonnes. Vous imaginez 1 million de Maliens au bord du Djoliba et du fleuve Sénégal en train de cultiver l'oignon en même temps, 40 tonnes au bout de 3 mois. Ça fait 40 millions de tonnes d'oignons. On va nourrir l'Afrique en oignons. À l'exportation, prenez juste 25 francs par kilo. Droit d'exportation. 40 millions fois 25 francs, de tonnes fois 25 francs, et 25 000 francs la tonne. Mais c'est 1000 milliards, ça fait beaucoup d'argent. Donc je pense qu'il faut orienter notre économie vers ça. Nous avons un secteur informel très développé. Que la structure de l'économie ne permet pas de contrôler ce secteur-là et d'imposer, de réaliser des impôts sur ce secteur-là. Il faut aller vers l'agriculture de masse. C'est ça qui va permettre à nos pays de se développer. Et parallèlement, l'énergie. Et c'est après l'agriculture, les matières premières, l'énergie, on branche les machines et ça donne l'industrie. C'est comme ça, le schéma du développement est préconçu et préétabli. Il n'y a rien à inventer. Voilà. Professeur, avec l'échec de ce coup d'État, si jamais ça avait été une réussite, que Dieu nous en préserve, quel aurait été son impact sur la vie de ces 3 pays qui sont en frontière? Ok, merci, mais permettez-moi de revenir un peu aux interventions de camarade Sarr, étant donné que il a fait référence à certains éléments d'ordre économique. Bon, même si, voilà, comme je suis un apprenant économiste, je me dois de... Vous avez fait tout à l'heure allusion à la politique de lutte contre l'inflation, n'est-ce pas, qui a été presque le credo de nos pays ces dernières années. Je crois que c'est pas seulement ça, c'est dans le cadre de la Banque centrale actuellement qui s'est assigné principalement 2 missions. Il y a une mission de lutte contre l'inflation, mais une autre mission de financement, n'est-ce pas, de l'économie, crédit à l'économie. Donc du coup, mais ce que les gens mettent au devant quand ils crient, c'est l'inflation, 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 parce que l'inflation aussi érode le pouvoir d'achat. Bien sûr. Érode donc du coup, c'est vrai que l'inflation aussi est une source de financement de l'économie. On peut financer l'économie à travers l'inflation, parce que quand la planche à billets, lorsque mettez ça, ça favorise l'inflation. Mais cependant, il faut pouvoir la contrôler, parce que quel que soit, l'inflation peut réduire un peu les effets de toutes les politiques que vous initiez. Mais cependant, vous savez, l'objet de ce débat aujourd'hui, ce n'est pas forcément ça. C'est pourquoi le débat vers la situation monétaire de nos pays, c'est un débat qu'il va falloir mener. Bien sûr. Parce que c'est vrai, si à l'appui, à l'analyse des éléments théoriques qu'on a, on peut dire qu'actuellement, la configuration actuelle du Mali, le CFA dans sa configuration actuelle, n'arrange pas le Mali. Bien sûr. Parce que ce qu'on sait globalement, en matière de politique économique, il y a 2 principaux économies et instruments que l'on connaît, qui sont mondialement reconnus. Peut-être il peut y avoir des ramifications qui sont les politiques budgétaires et monétaires. Les politiques budgétaires, on va parler de la fiscalité, c'est sûr à quoi vous faites beaucoup allusion, il faut que les gens payent. Mais la politique monétaire aussi un jour. Donc c'est la combinaison de ces 2 éléments étant donné le contexte qui permet de faire avancer. Mais dans sa configuration actuelle, on a du mal. Parce que la BCEAO étant une banque qui concerne presque 8 pays, si je ne m'abuse bien, c'est bien ça, lui et moi, c'est 8 pays. Donc, vous voyez déjà, cet instrument, théoriquement, doit être utilisé pour l'intérêt d'une économie donnée. Mais étant donné que les économies ne sont pas les mêmes, donc vous voyez qu'il est difficile. C'est comme quand vous mettez un pays développé, un pays sous-développé, vous demandez de manipuler l'instrument. L'instrument sera manipulé au gré de quelle économie. Donc, vous voyez, le problème d'arbitrage devient difficile pour essayer de faire aboutir l'intérêt d'un pays. Aussi, on a vu récemment, on a appris aussi de la crise actuelle, de la situation de la monnaie, de cette situation, parce qu'on n'a pas pu utiliser l'instrument monétaire lorsque nous avions besoin, lorsque l'État avait besoin de ça. Donc, il y a toute une problématique qui est autour, mais je crois que les spécialistes pourront beaucoup discuter autour de cette affaire-là. Mais
Mais je voudrais aussi, il y a un élément qui m'est cher par rapport à la thématique aujourd'hui. Vous savez, il faut que les intellectuels d'Afrique, on se fasse confiance. Que nous décidons de nous considérer comme aussi le centre de la terre, du monde, comme les autres aussi se concernent. Moi, je suis pas français, chercheur, je vais utiliser un concept tout de suite. Non, ça ne va pas considérer. Mais un petit blanc qui est là, qui ne connaît absolument rien, qui va utiliser un concept, non, ça va le suivre. Vous voyez déjà, donc, du coup, de manière indirecte, peut-être de manière inconsciente, voilà. Aujourd'hui, regardez bien le cas de la crise chez nous, en fait. Lorsque vous suivez ces grands pays dits occidentaux, n'est-ce pas, qui, pour justifier les mobiles d'intervention au début de la crise ici, ils disent qu'ils sont venus intervenir ici, pourquoi? Pour empêcher que les djihadistes puissent descendre sur le Bamako. Ça, c'est ce qu'il disait. Et à un moment donné, avant qu'on demande à ce que l'aménagement, il disait quoi? Si l'aménagement part, les migrants, n'est-ce pas, les terroristes vont nous trouver à Paris ou ailleurs. Vous voyez ça? Et nous aussi, les intellectuels, nous mordons à cela. Or, ils sont venus parce que c'est eux qui ont cassé la Libye. Il faudrait que nous apprenions à construire l'histoire vraie. L'histoire vraie, c'est eux qui ont cassé la Libye. Ils ont libéré les armes, les combattants, on les a acheminés vers le Niger. Et le Mali. Vers le Mali, le Niger, etc. Mais si ces gens-là descendaient vers Bamako, puisqu'ils avaient des vassaux qu'ils avaient installés, ou bien vassaux au Niger, au Burkina qu'ils avaient installés, donc forcément, les islamistes ne leur permettraient pas d'utiliser les ressources comme ils le veulent. Donc pour leurs propres intérêts, ils ont décidé d'arrêter. Donc ça, c'est l'histoire vraie que nous devons reconstruire et dire à nos enfants, à nos cadets pour qu'ils comprennent. Mais si nous voulons relater l'histoire telle qu'eux ils relatent, ça devient compliqué. Au début, quand ils disaient, oui, si on part, qu'est-ce qu'on devient? Les djihadistes vont descendre sur Bamako, ils vont descendre sur Niamey. Vous voyez, c'est ce qu'ils nous vendent. Mais après, on s'en rendu compte de quoi? Même regardez le Niger, au début, ils disaient que c'est 14%. Après, vous entendez jusqu'à 34%, etc. On ne sait même pas quelle est la proportion vraie. Seuls eux-mêmes connaissent ça. Ils inventent ça. Ils inventent. Donc, il faut que les intellectuels, nous, on apprenne à dire, à écrire l'histoire telle que nous l'avons vécue. Parce que qui mieux que nous qui avons vécu notre propre histoire pourront écrire? Mais personne ne le fait. Chaque fois, on essaie, même en référence, quand on va parler de tout, on va dire oui, il y a tel français, tel avait dit ça, tel américain, tel européen. Non, mais les concepts, les termes sont inventés pour servir leur intérêt exclusivement, pas autre chose. Donc ceci est fondamental. Je voudrais qu'on s'inscrive dans cette dynamique-là. Et de nous n'avons pas la même manière. C'est comme le verre à moitié vide. Celui qui regarde d'en haut, il n'a pas la même lecture que celui qui regarde d'en bas. Donc ça, c'est un élément fondamental. Vous disiez que si la crise avait réussi au niveau de Burkina. Le coup d'État. Bon, si le coup d'État avait réussi au niveau de Burkina. Mais c'était le chaos. Parce que vous ne pouvez pas gérer un peuple déchaîné. Vous ne pouvez pas gérer, soumettre un peuple qui est déchaîné. C'est-à-dire, cet éveil-là, ce n'est pas seulement, peut-être que le coup est parti soit du Mali. C'est comme le printemps arabe qui est parti de la Tunisie, mais ce n'est pas constaté seulement en Tunisie. C'est-à-dire, le coup est parti du Mali. Mais le peuple africain est éveillé. Ce n'est pas seulement cette base classe. Tout le monde est éveillé à tous les niveaux. On n'en peut plus. Mais nous, ça, vous avez étudié avec ces gens-là. Dans les classes, ils n'ont pas été meilleurs que vous. Même souvent, quand vous vous asseyez, vous regardez droit dans les yeux. Souvent, ils baissent la tête. Mais souvent, comme il a dit, ce sont nos autorités, souvent qui n'accordent pas de crédit de valeur aux gens que nous sommes, et ils se soumettent à ces gens-là qui ne connaissent pas grand-chose. Donc pour moi, même si ça réussissait, c'était notre chaos. Et ce monsieur en question, ces gens en question ne pouvaient pas gouverner le Burkina. Actuellement, vous savez, je vais vous remarquer une chose. Prenez seulement l'exemple du Mali. Et le peuple n'aime plus quelqu'un. Le peuple est derrière celui qui défend ses intérêts pour aller libre. D'accord. Regardez bien ici, dans nos pays ici, ceux-là qui se croyaient intouchables. Chaque fois qu'ils ont dévié, quand le peuple les a laissés, on va les cueillir comme des mouches. Vous ne voyez absolument rien. Les peuples sont morts ici pour des gens ici. On se souvient bien. Donc c'est la même chose. Le peuple ne cherche plus à savoir ce que c'est Sempalani, c'est Sarou, c'est Diamontene. Le peuple voudrait savoir qui aujourd'hui est prêt à se sacrifier pour notre cause. Merci. Merci. Honorable Sarr, quel modèle est approprié pour éviter ces genres de coups d'État chaotiques au niveau de l'Afrique? Bon, en fait, il n'y a pas de remède magique contre le coup d'État. Ça, il faut être clair. Moi, il y a eu ce débat-là qui n'était pas très sain lorsqu'il y a eu les événements du 18 août. Les gens se sont levés, non, la démocratie c'est contre les coups d'État et ceux qui défendent les coups d'État ne sont pas des démocrates. Mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. Le seul remède pour moi, pour nous, Sarr, contre les coups d'État, il faut être en phase avec ton peuple. Lorsqu'on est en phase avec son peuple, mais personne ne peut vous faire un coup d'État.
L'exemple le plus illustratif, c'est Recep Tayyip Erdogan. Les puissances se sont mis ensemble pour pousser les officiers turcs à faire un coup d'État, mais c'est le peuple qui est sorti répondre. Il y a la même chose au Burkina Faso récemment. Et comme il vient de le dire, mais même si ça marchait, mais le Burkina a été ingouvernable. On ne peut pas attacher tout un peuple, c'est pas possible. Donc c'est pourquoi, lorsque Dieu vous confie la destinée d'un pays, quel que soit votre âge, quel que soit votre tempérament, il faut toujours avoir à l'esprit que tout doit être mis en œuvre pour être en phase avec son peuple. Le dirigeant en phase avec son peuple, il est protégé. C'est le meilleur bouclier contre les fossoyeurs. Et c'est le peuple. Mais pour être en phase avec le peuple, il y a des préalables. Il faut lui donner à manger. Il faut que le peuple trouve de quoi se soigner. Il faut que le peuple sache effectivement que l'option choisie n'est pas dans ton intérêt à toi, Saint-Para. N'est pas dans l'intérêt exclusif du professeur, mais c'est dans l'intérêt du peuple. Et face à ça, mais on a vu ici le 14 janvier, on a sanctionné le Mali, mais le peuple malien est sorti comme un seul homme. Et nous avons terrassé la CEDEAO. L'embargo qui a été imposé au Mali, 2 pays limitrophes du Mali ont payé le prix que le Mali n'a pas payé. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Économiquement. Et j'entends les gens dire, bon, il y a eu prolongation de la transition, c'est un sujet, on va en venir. Tout à fait. Je vais vous dire une chose. Nous, on n'est pas... On est en guerre avec personne, on n'est pas en conflit avec quelqu'un. Nous, on veut vivre notre histoire. On veut que, quand nous aussi on passe, qu'on sache que les hommes sont passés. Le bonheur auquel ils ont goûté là-bas. Nous aussi, on veut goûter ça ici. Moi, je veux que mes enfants étudient dans les meilleures écoles. Moi, je veux plus que l'ambulance Air Tunisie continue à venir d'ici. Je veux qu'on soigne nos gens dans nos hôpitaux. Mais le préalable à tout ça, c'est une situation sécuritaire maîtrisée. Vous voyez la floraison d'attaques sporadiques, d'attaques de banditisme. Parce que c'est ça. On veut tout faire pour nous faire regretter le départ des forces étrangères. Mais rien ne pourra nous faire regretter ça. Et on attaque ici, par là, on lance quelques roquettes. On va jusqu'à attaquer des objectifs non militaires. Des bateaux. Un bateau, le Tombouctou. Je rends mais hommage. est-ce que ces attaques-là ne montrent-elles pas les limites de la puissance non, mais je vais vous dire, pas de du la tout. puissance nationale? Pas du tout. Nous sommes dans la guerre. La lutte contre le terrorisme plusieurs spécialistes ont écrit là-dessus, notamment les plus grands officiers américains qui étaient les grands stratèges militaires, mais lorsqu'ils sont allés en Afghanistan, ils ont vu la complexité des opérations de lutte contre le terrorisme. Parce que nous ne sommes pas dans le cadre de guerre conventionnelle. Nous sommes dans le terrorisme, c'est l'immoralité, où on tue les civils, on attaque tout le monde. Et beaucoup de gens ont écrit, ce sont des opérations complexes. C'est une guerre asymétrique, donc très complexe, où l'ennemi est mouvant, l'ennemi est soit en civil, c'est-à-dire on ne maîtrise pas, on ne sait pas où il est exactement, malgré la modernité de tout ça. C'est une guerre difficile. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que nos forces de défense et de sécurité sont en mesure de repousser toutes sortes d'attaques, sont en train de détruire l'ennemi. C'est ça, c'est le champ du cygne, quoi. Ces attaques-là, la floraison, pour moi, c'est le champ du cygne. Vous savez, le cygne, quand il est en train de mourir, il est plus... Voilà. C'est ça. Donc, pour dire que l'armée, la montée en puissance de l'armée est progressive. Moi, je l'ai dit et je mets au défi quiconque pour me contredire sur ça. Le 18 août, au soir du 18 août, les forces de défense et de sécurité du Mali, l'armée malienne comptait 22 000 hommes. Aujourd'hui, c'est plus de 65 000 hommes. Aucune armée en Afrique au sud du Sahara, aucune armée n'a connu une augmentation de cette nature-là en l'espace de 2 ans. D'accord. Cela témoigne d'efforts constants.
Mais vous savez, des gens qui cherchent le pouvoir, les pouvoiristes, feront tout pour maquiller tout ça. Ok. Mais on peut pas maquiller des réalités aussi palpables que ça. Les équipements militaires, vous l'avez vu, aujourd'hui, le contrôle de l'espace aérien malien est assuré par le Mali, par l'armée de l'air malienne. Il y a quelque temps, pour que nos hélicoptères décollent, il faut aller demander l'autorisation à une puissance extérieure. Mais ça, c'est terminé. Donc nous, on veut goûter au bonheur, que les gens comprennent que ça va être dur, ça va être très très dur. Les pères fondateurs du Mali, le président Modibo Keïta et ses compagnons ont prévu ce jour. D'accord. Serou Baya me l'a dit. Il m'a dit, c'est pas pour rien qu'on a mis dans l'hymne national que la voie est dure, très dure. Celle qui va amener au bonheur. Cette voie-là, elle est très dure. Nous sommes sur cette voie et nous allons y arriver. La voie, elle est très dure. Nous sommes sur cette voie et on va y arriver. Ces expressions mettront fin à notre premier thème. Nous allons laisser place au deuxième thème qui se porte sur le report des élections. Mais en attendant, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, de commentaires et de likes. En ce sens, professeur Diamtene, nous avons vu à travers un communiqué du gouvernement de la place pour un report léger des élections. En ce sens, est-ce que concrètement les raisons avancées par nos autorités sont-elles fondées? 2. Et quel serait l'état d'âme des hommes politiques, sinon des partis politiques de la place? Ok, et vous savez, il faut situer le sujet dans le contexte, ça nous permet de mieux comprendre. À l'issue du coup d'État, excusez-moi du terme, 18 mois après avec la CEDEAO, 2 ans, ce sont ces 2 ans qui devaient nous conduire à février prochain. Mais il y a seulement, je crois, 2 mois, le ministère de l'administration territoriale avait demandé aux partis politiques de se prononcer sur les projets de date pour la tenue des différentes élections. Je crois qu'à l'issue de la synthèse, il était ressorti qu'une majorité relative avait proposé une prolongation de 3 mois à 18 mois, si je ne m'abuse. Moins de 3 mois, une prolongation de la date de la période de la transition. Et aussi, une proposition majoritaire avait été retenue. Il s'agissait aussi de tenir d'abord les élections présidentielles, si je ne m'abuse. Les élections présidentielles et les autres devaient suivre. Donc cela demandait d'inverser l'ordre des choses. Donc si on se suit dans ce contexte global, que les partis 80, parce que vous savez, la presse en avait parlé en son temps, qu'environ 81 partis politiques seulement sur plus de 200 et quelques avaient répondu à la sollicitation du ministère. Et que donc sur ces propositions, une majorité demandait la prolongation de la transition. Donc si on remet dans ce contexte, il n'y a pas d'élément nouveau dans ce que le ministre a dit. Peut-être les partis politiques s'attendaient à ce que des dates soient précisées. Étant donné déjà qu'eux, ils ont procédé à un dépouillement, ils ont une idée, n'est-ce pas, des différentes dates qui leur avaient été envoyées à travers ces documents. Donc, on s'attendait à ça. Ou bien peut-être que les partis politiques s'attendaient à ce qu'il y ait une consultation, peut-être pour arrêter une date, etc. Mais puisqu'il n'y a pas de date. Donc, pour le moment, ce n'est pas un élément nouveau. Maintenant, par rapport, vous avez dit les raisons qui ont été avancées. Et les raisons qui ont été avancées, peut-être je ne les retiens pas tous, mais il y a 2 éléments qui retiennent mon attention. Il s'agit de l'actualisation de la liste électorale chaque année qui se déroule entre octobre et décembre, et éventuellement des refifis avec, dans le cadre de la carte biométrique, la base de données qui serait retenue par une société française, etc. Et donc, où le Mali déverse 5 milliards. N'est-ce pas? Et donc, tous ces différents éléments, moi, je me sens mal à l'aise quand on m'évoque ces cas de 5 milliards pour un pays. Un pays, 5 milliards, ce n'est absolument rien, au fait. 5 milliards, ce n'est absolument rien, parce que ça peut se régler, même quand je sais qu'il y a une tension de trésorerie actuellement au Mali qui ne dit pas son nom. Mais l'autre aspect, on peut comprendre. Parce que pour moi, il y a des nouveaux majeurs, n'est-ce pas? Parce que souvent, certains font allusion au fait que récemment, il y a des élections référendaires qui se sont tenues sur la base, n'est-ce pas, de l'ancien. Je peux comprendre les élections référendaires. Mais bien, si
on doit tenir des élections en février et que durant la période octobre, il faut une révision de la liste électorale, peut-être qu'une certaine implication des acteurs politiques pour s'assurer, pour qu'il n'y ait pas de discordance autour de la liste finale qui sera retenue, pour que nous puissions aller vers des élections saines. Pour moi, si cela devait nécessiter qu'on reporte un mois, 2 mois, n'est-ce pas, et pour que vraiment il y ait des élections crédibles, parce qu'en 2020, nous avons vu à l'issue des élections, il y a tous les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Les causes lointaines sont loin, mais les causes immédiates, c'est les élections de 2020, n'est-ce pas, qui ont conduit, n'est-ce pas, au fait qu'il y a des gens qui ont été élus dont la victoire a été arrachée. Donc pour moi, ces raisons, bon, elles peuvent être acceptées, mais moi je comprends beaucoup plus que c'est une raison beaucoup plus politique, surtout que ce sont les partis politiques en majorité qui avaient demandé à ce qu'il y ait un report. Donc moi j'inscris cette situation dans ce contexte-là. Maintenant, vous avez demandé la question de savoir quel est l'assentiment des partis politiques. Globalement, elles ne sont pas satisfaites, c'est normal, parce que c'est le processus. C'est au-delà du résultat qui est un aspect d'ordre technique, parce que le résultat, c'est l'émanation de la technicité. C'est-à-dire qu'une confrontation d'idées, etc., de quelque chose, il y a un résultat qui sort. Mais l'approche, parce que ce qui est reproché souvent, c'est que c'est l'approche qu'on fustige de la part des autorités. C'est vrai, je suis professeur, mais en tant qu'acteur politique aussi, souvent il n'y a pas de dialogue. Il n'y a qu'un espace où les gens se retrouvent et il y a l'information qui circule, on communique. C'est-à-dire, le dialogue est différent de donner l'information. Les partis politiques ont peut-être, certes, même quand vous regardez la compilation des résultats qui sortent, la compilation, c'est eux ceux qui sont dans les boîtes noires, qui sortent avec des statistiques pour dire que vraiment c'est comme ça, c'est comme ça. On peut accepter ça, c'est pas un problème, n'est-ce pas? Mais dans le cadre politique, il faut une certaine interaction entre les différents acteurs, n'est-ce pas, pour essayer d'arrêter quelque chose. Et donc les partis politiques se sentiraient beaucoup plus lésés à ce niveau, mais ils savaient tous, pour la plupart, que la chose serait reportée. Mais ils estiment qu'ils sont mis devant le fait accompli. Et en tant qu'acteur politique, premier responsable de ce politique, quelqu'un qui est supposé conquérir, exercer le pouvoir, qui se voit à un certain niveau, donc n'aime pas être aussi pris au même niveau comme si l'autre qui n'a pas le même niveau d'implication. Donc cela peut amener une certaine frustration. Ce que moi je sens, ce que j'ai ressenti au niveau des acteurs politiques. Beaucoup savaient que ça devait être reporté, mais la manière a fait qu'ils se sentent un peu frustrés. Mais maintenant le clivage, et même quel que soit, il faut retenir aussi quel que soit ce que l'administration aurait fait, et le clivage ne pourrait pas prendre fin. Parce que depuis le coup d'État, et depuis l'avènement de ces militaires au pouvoir, c'est-à-dire il y a un certain clivage au niveau de la scène politique. Il y a certains automatiquement qui se sont braqués. Quel que soit ce que vous allez leur dire, ils ne vont pas comprendre. Il y a d'autres qui souhaiteraient peut-être accompagner. Peut-être la frustration, ce serait beaucoup plus ceux-là à leur niveau. Parce qu'ils veulent accompagner, mais ils souhaitent être aussi impliqués à ce niveau. Merci. D'accord. Honorable Sarr, nous avons vu certains sur les réseaux sociaux dire qu'il n'y a pas eu de considération vis-à-vis des hommes politiques. Parce que dans un premier temps, ils ont tenu une rencontre avec le ministre concerné qui devrait faire un reporting au niveau du sommet hiérarchique pour revenir ensuite communiquer sur le résultat ou la décision finale. Et à leur grande surprise, ils voient ce communiqué publié dans la nature. En ce sens, si tel est vrai, qu'est-ce qu'il faut vis-à-vis de ces hommes politiques pour que la situation ou sinon le niveau de la frustration soit anéanti à un certain niveau? Bon, ce que vous venez de dire, ce n'est pas vrai d'ailleurs. Moi, j'ai suivi le processus là. Le ministre de l'Intérieur territorial a adressé une correspondance à l'ensemble des partis politiques. Ce n'est pas vrai. Mais il y a une correspondance qui a été adressée à l'ensemble des partis politiques. Ah bon? Pour leur demander de se prononcer sur la suite du processus électoral. Parce que le processus électoral, il ne faut pas oublier, a débuté avec le référendum. Le processus a commencé. Sur le chronogramme, là, le point 1, l'élection numéro 1, c'était le référendaire. Le processus a commencé. Et le ministre de l'Intérieur territorial a demandé à tous les partis politiques de proposer, de se prononcer, de dire comment ils voient la suite du processus. Et dans la lettre, il était même exigé de répondre par écrit et de faire part de ses propositions par écrit. Ah bon? Mais c'est ce qui est mis dans la lettre. Avec tout ça, pourquoi mentir? Non, moi je vous dis ce qui se passe. Vous savez,
Aujourd'hui, c'est pas pour rien que la politique est... Nos concitoyens, beaucoup sont dégoûtés de la politique. C'est pas la faute de certains partis politiques. On vous adresse une correspondance. On vous demande. Et moi, je vous dis, la majorité de ces partis politiques, sur 280, c'est 80 qui ont répondu. Les gens n'ont même pas répondu. C'est d'abord un manque de respect vis-à-vis d'une administration, de l'administration, de la tutelle des partis politiques, c'est-à-dire l'administration territoriale qui est l'interlocuteur des partis politiques. Les gens n'ont même pas répondu. Et ceux qui ont eu la décence de répondre ont fait des propositions dont la majorité était de dire bon, il faut un léger décalage et tout ça. Moi, je ne rentre pas dans les détails techniques. Mais je vais dire ici que la dernière alternance politique au Mali remonte à 2002. Ça fait 21 ans. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a qu'un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre, c'était Alpha et Amadou Toumani Touré. Depuis 91. C'était Alpha et Amadou Toumani Touré. Mais cela ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'organiser des élections propres. Moi, j'ai été un des acteurs clés de l'opposition politique de 2013, de 2012, 2013 à 2020. Mais pour la première fois dans l'histoire politique du Mali, un président n'a pas été reconnu par son opposition. On a dit non. Son principal challenger a dit tu n'es pas élu, tu n'as pas été élu président. Et on est suivi en marche. On a contesté la légitimité, la légalité même de l'ancien président, paix à son âme aujourd'hui. C'était dû à quoi? C'était dû à une mauvaise organisation des élections. Et nous, on a vécu ça. Et la crise qui a conduit le pays au 18 août, mais c'est une crise qui tire sa source en partie de la gestion des élections législatives, où des chiffres ont été tripatouillés à la Cour constitutionnelle. Donc moi qui ai vécu ça dans ma chair, donc vous voulez que nous on se hasarde pour soutenir des élections qui ne vont pas être bien organisées? Vous voulez comprendre? C'est prendre le risque que demain le président qui va sortir d'élections qui ne sont pas bien organisées, c'est qu'il soit remboursé 2 ans, 3 ans après. Parce que l'histoire nous l'a démontré. En 2018, nous on a dit que monsieur Père son âme Ibeka n'a pas été élu en 2018. 2 ans après, le peuple est sorti, il est tombé. S'il avait été élu par 60%, 68%, comme on l'avait indiqué là, mais au moins 10% de ces 68% allaient sortir, les défendre au moins, il n'allait pas tomber. Mais là, donc, là il s'agit de l'organisation d'une élection. Et avant de définir cette date, oui, je pense qu'il y a eu des rencontres pour définir cette date. L'essentiel des partis politiques ont demandé la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. L'essentiel. Parce qu'on a estimé à un moment donné que l'administration qui organise les élections, lorsque l'administration est détenue par le pouvoir en place, il pistonne, il fait tout. Ce qui n'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. L'essentiel de la classe politique a demandé. Et on a mis en place l'EJ, l'organe unique. Mais qui n'a pas atteint sa vitesse de croisière. C'est pas, on ne met pas un organe unique le matin et le soir, il organise les élections. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc quand on prend la décision de mettre en place un organe unique avec la caution de l'essentiel d'une bonne partie de la classe politique, mais il ne faut pas s'étonner que c'est pas l'EJ qu'on a mis en place là, c'est pas tout de suite que ça va couler. Mais c'est sûr, on a fait l'expérience en 97. Il y a une CENI qui a organisé les élections ont été annulées plus tard par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est que il faut que le bon sens prévale au sein de la classe politique. Il faut que on tienne qu'on tienne le langage de vérité vis-à-vis de notre peuple. C'est pas comme ça qu'on dirige un pays. C'est pas comme ça. Maintenant, dans ce cas, quand est-ce qu'il faut espérer sur une élection transparente, crédible et puis participative? Un léger report. Pour moi, quelque chose. C'est combien de semaines? Bon, pour moi, quelque chose qui est léger là. C'est entre 3 mois, 6 mois. 3 mois, 6 mois. Moi, mon léger, c'est ça. Au maximum 3 mois, 6 mois. Et moi, je pense que c'est important aujourd'hui d'évaluer le travail à faire. Il faut évaluer. La question du fichier électoral, qui est une question essentielle dans le processus électoral. Bon, il faut évaluer. Qu'est-ce qu'il y a à faire?
et ensemble, il faut poursuivre les concertations avec les partis politiques qui sont de bonne foi. Mais est-ce que ça n'a pas été un peu négligé par l'autorité? Non, mais vous savez, les gens, tu es parti politique, tu n'es pas au pouvoir, oui. C'est pas toi qui décides. Il y a un pouvoir, il te consulte. Mais quand on te consulte, tu donnes ton point de vue. Mais ton point de vue peut ne pas être pris en compte. Ça peut ne pas être pris en compte. Mais les gens, certains partis politiques, certains responsables de partis politiques, estiment que lorsqu'on les consulte, c'est qu'ils disent là, il faut le faire. D'accord. Estiment que ceux qui sont au pouvoir, on les regarde avec des yeux de condescendance ou tout ça là-bas. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir de l'humilité. C'est Dieu qui a voulu que telle personne se trouve à ce poste-là, à cette responsabilité à un moment donné de notre histoire. D'accord. C'est avec lui qu'il faut traiter de façon convenable. C'est avec lui qu'il faut traiter de façon respectueuse. C'est comme ça fonctionne. C'est comme ça fonctionne dans un pays. Maintenant, certains ont pas, d'autres ont dit non, c'est de façon unilatérale. Mais on t'adresse une correspondance, on te demande ton point de vue par écrit. Pour que demain tu n'ailles pas dire non, j'ai dit ça. Tu dis que c'est unilatéral. Moi, mais là, il y a donc on va aller travailler maintenant à la place du ministère de l'Enseignement territorial. On va aller décider ça ensemble à sa place, à la place du ministère de l'Enseignement territorial. Maintenant, au-delà de ça... Mais il faut que les gens arrêtent. Vous savez, la classe politique malienne, il faut qu'elle change d'attitude pour que la politique retrouve ses lettres de noblesse. Il faut qu'elle impose sa respectabilité. Cette respectabilité ne s'imposera pas par des déclarations, c'est par un comportement, c'est par une posture. C'est ça, c'est comme ça on respecte. Et nous sommes interpellés, nous, la nouvelle génération. Nous ne devons pas faire comme les autres. Et maintenant, quelle est la réaction suite, nous sommes interpellés suite au fait que certains se disent qu'on est humilié, suite à la sortie de l'ancien ministre de la Justice, Konaté, Maître Konaté, Ismaël Konaté, que nous avons un reliquat de 5 milliards. Quelle est la réaction? Écoutez, vous savez, parce que on s'est dit une grande nation comme le Mali. Moi, je vais vous dire. Moi, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Moi, je n'ai pas lu le contrat qui lie l'État du Mali à Idemia. Moi, je n'ai pas lu. Je ne peux pas vous dire le contenu du contrat. Mais si tel est vrai. Mais ce que je sais, si les 5 milliards, ce que je sais d'un État, quand un État contracte, un État là, quand il a des il n'est pas saisissable. Si l'État vous donne l'argent, l'État, on ne saisit pas l'État. L'État vous donne un marché tout de suite, on vous dit de construire un bâtiment. On ne vous donne pas d'avance de démarrage, vous vous débrouillez avec les banques. Généralement, il y a un montage financier à faire. Mais quand vous finissez que vous livrez à l'État, mais l'État prend le temps qu'il veut pour vous payer. Vous n'allez pas le saisir. Vous n'allez pas refuser de livrer le bâtiment à l'État parce qu'il n'a pas payé. Donc, je crois que ne maîtrisant pas les contours de ce contrat, que la transition n'a pas signé, moi je ne sais pas, ça a été signé avant la transition, par les anciennes autorités, mais l'État c'est une continuité, il faut assumer. Maintenant, je ne pense pas que malgré les tensions de trésorerie que vous évoquez, dont moi je n'ai pas d'éléments tangibles, je ne pense pas que 5 milliards, ce n'est pas au-dessus de l'État du Mali. Ce n'est pas un refus de payer. Est-ce que les clauses du contrat, c'est-à-dire moi j'ai des interrogations. Est-ce que le paiement des 5 milliards, ce n'est pas après avoir tout livré? Parce que plus de 60% du montant a été payé. Je pense. Selon les dires, c'est 7 milliards 500 ou 7 milliards et quelques sur 12 milliards ont été payés. Donc c'est plus de 50 à 60%. Donc c'est pas pour 5 milliards. C'est trop simple, c'est trop fantaisiste d'affirmer que l'État du Mali a été incapable de payer 5 milliards, c'est pourquoi on retient. C'est simpliste, c'est fantaisiste. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance aux autorités, notamment au ministère de l'Enseignement territorial dirigé par un homme très sérieux, et il faut faire confiance. Il faut chercher à améliorer ce qui est à améliorer, à corriger ce qui est à corriger. Nous sommes dans une transition. Une transition, c'est une petite parenthèse dans l'histoire d'un pays. Tout à fait. Et on ne va pas créer une tension inutile en période de transition. Les questions d'opposition majorité, là, c'est après les élections qu'il y aura une opposition, il y aura une majorité. Merci. Voilà.
Professeur Diamtene, on parlait de report léger, maximum 3 à 6 mois. Est-ce possible d'espérer concrètement sur une élection transparente, crédible et participative du peuple malien 6 mois après le mois de février 2024? Ok, et je crois que c'est possible. Hein. 6 mois après le mois de février 2024, c'est possible. 3 mois. Mais avant, je voudrais revenir sur un aspect que l'autre a évoqué. Et nous, Sarkin dit que la nouvelle génération est interpellée. Ça m'a tiqué, c'est vrai. Mais ça voudrait dire que la nouvelle génération aussi doit éviter de suivre, mais doit dire la vérité. Absolument. Absolument. Chez nous, ça, j'ai participé à beaucoup de processus depuis l'avènement de ces militaires, de nos jeunes soldats vaillants, jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais que tous les processus sont biaisés. Ah bon? Ça, il faut le dire, il le sait bien, il faut le dire. Donc dans ces cas, l'air... Non, c'est nous tous. Vous savez, souvent, regardez les premières invitations adressées au président des partis. Il y a eu un taux de réponse très élevé. Mais c'est la dernière fois qu'il y a eu 81 partis qui ont répondu. Les gens doivent se demander pourquoi. Au fait, c'est ce que j'ai dit. Les partis ont l'impression qu'on les appelle pour leur donner l'information. Vous comprenez? Moins de considération. Bon, non, je ne dirais pas ça. Ils ont l'impression qu'on les appelle pour leur donner l'information, mais il n'y a pas cette interaction à l'issue de laquelle un résultat consensuel va sortir où tout le monde. Parce que je dis, dans la conversation actuelle du Mali, il serait difficile de trouver un vrai Malien qui peut être contre les autorités de la transition ou contre le Mali. Mais ce qui est admissible aussi, c'est que la diversité des opinions aussi, c'est là la beauté de la chose. Aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans cette diversité qu'on peut tirer, n'est-ce pas, les meilleurs éléments qui permettent à la transition d'avancer. Donc c'est cette impression, c'est pourquoi j'ai parlé de... Et maintenant, qui doit organiser ce cadre politique qui rassure? Ça, c'est de la responsabilité des gouvernants. Partout, pas forcément ceux-là, hein? Pas forcément ceux-là. Même si eux ils partent avant, c'est toujours comme ça. Et dès lors qu'on comprend ça, ça devient facile. Les gens en question, tout le monde sait qu'on a vu avec les élections référendaires que l'EJ a beaucoup de problèmes dans son... Bien sûr, parce que... Mais on le savait avant. Bien sûr, oui, non. On le savait avant et on connaît réellement les problèmes. Les partis politiques, c'est-à-dire que le gouvernement a sa perception sélective des choses. Parce que le gouvernement, en tant qu'acteur public, est responsable d'abord, premier de l'EJ. On est d'accord? Maintenant, les partis politiques qui sont associés aussi n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes difficultés que l'autorité. Mais quand ils s'asseyent pour discuter, chacun avec des propositions concrètes, il peut avoir un cahier, vous comprenez, un mémorandum qui permettent ainsi de suite. Donc peut-être que des dialogues interactifs pareils permettraient à l'issue de 3 mois, 4 mois, tout au plus, de corriger les différentes imperfections. Parce que quand vous regardez, je crois qu'il n'y a pas d'éléments extraterrestres qui viendraient se greffer à l'EJ, etc. C'est nous les mêmes éléments qui sommes ici. Mais s'il n'y a pas ce dialogue-là franc, et ce qu'on pourrait résoudre en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois, on va prendre 3 mois, 4 mois en train de faire des ping-pong. Et même si ils font bien la chose, s'il n'y a pas de confiance, après les gens vont dire on n'est pas d'accord avec le résultat, tout ça. Pourquoi? C'est pourquoi ce qui est fondamental, ce que j'appelle, malgré la critique, les autorités doivent comprendre cela de manière positive et mettre en place un canal, un cadre qui permette, n'est-ce pas, d'apporter l'assurance. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'assurance. Et je vous rejoins, c'est pourquoi j'ai dit, quand j'entends 5 milliards, même s'il y a des problèmes de terrorisme, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, même si je ne suis pas à l'aise en tant que Malien, comme dit, il y a un problème de 5 milliards. Aujourd'hui, dans le contexte actuel du Mali, où on a tellement d'ennemis qui voudraient sauter sur ça, pour moi, je ne mettrais pas ça dans un communiqué pareil. C'est pourquoi j'ai fait un peu allusion à ça. Maintenant, et votre question, vous disiez l'organisation d'une élection. Oui, en 6 mois, vous dites en 6 mois. Pour moi, c'est possible. On a vu les élections référendaires. Mais 6 mois quand même. Mais aujourd'hui, c'est qui est fondamental. Espérons que la situation sécuritaire, parce qu'actuellement, comme il a dit tout à l'heure là, et avec le retard de l'aménagement, on voit que l'insécurité va grandissante. Et ce qui est normal d'ailleurs. Quand je dis l'insécurité, l'insécurité, les attaques sporadiques. Voilà. Ça. Non, ça, vous et moi, on dit ça, mais la population qui ne voyait pas d'attaque dans son coin, mais quand il voit des attaques, pour lui, l'insécurité va grandissante. Donc, acceptons comme ça. Mais cela ne veut pas dire que le dispositif sécuritaire n'est pas en train de monter en puissance, non. Parce que le dispositif sécuritaire aujourd'hui,
il est, comme on le dit ça, il est autonome. Parce qu'il peut se déployer là où il veut. Oui. Pour moi, c'est fondamental. Maintenant, la sécurité est un processus. L'aboutissement de la sécurité est un processus. Maintenant, il n'est pas forcément dit qu'au sein du processus, qu'on aura l'accalmie à tout moment. À un moment donné, n'est-ce pas, le niveau de la sécurité peut monter crescendo et redescendre. Ce qui est important, c'est qu'au finish, l'on est à l'issue, n'est-ce pas, une sécurité qui soit très stable. Donc, du coup, je me dis quoi? Et étant donné cette confiance que nous avons en notre appareil sécuritaire extérieur par rapport à ce qu'on nous dit, nous estimons que d'ici 2 ou 3 mois, si la volonté y est, si on fait un diagnostic franc des problèmes de l'EJ avec la volonté politique, il n'y a pas de raison, puisque l'actualisation, la liste électorale, ça c'est automatique. Hein? C'est automatique. Oui, chaque année. Ouais. Chaque année, c'est d'octobre à décembre. Chaque année, donc cette révision, elle est automatique. Qu'est-ce qui manque encore? Il manque absolument rien. Donc, la volonté politique, un cadre réel de concertation, n'est-ce pas, et la situation sécuritaire, parce qu'il faut permettre à ce que les gens puissent aussi pouvoir battre campagne. La condition sine qua non, il faudrait que les gens aient de l'assurance qu'en se déplaçant, ils ne vont pas me prendre. Merci. Ok, une dernière question. Est-ce que la CEDEAO attendra jusqu'au mois de février pour mener une quelconque sanction sur le Mali? La CEDEAO, elle existe toujours. Parce que s'il y a un report, il faut s'attendre à... Non, là où je suis d'accord avec lui, c'est que les autorités ne sont pas fermées à la critique. Mais c'est ça. Les critiques les plus virulentes de la transition, les plus dures de la transition, ont été prononcées à l'intérieur du CNT, du Parlement de transition. Ce qui ne s'est jamais produit dans une transition au Mali. Oui. Les critiques les plus dures, les plus virulentes, ont été prononcées au sein du Conseil national de transition le 21 avril 2021. Vous avez tous vu. Oui, ça a été brûlant. C'est ça. Donc ça veut dire que les autorités ne peuvent pas être fermées à la critique. La critique, c'est un élément fondamental de la démocratie. La critique, c'est comme le levier pour améliorer ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on ne vous critique pas, mais il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Lorsqu'on vous dit que tout va bien et que tout marche là, il faut avoir peur. Okay. Donc, mais je pense que la critique, lorsqu'elle devient stérile, elle ne contribue pas. Elle ne contribue pas. Et il y a certains qui sont dans le mécanisme, ils sont devenus mécaniques. Et ils ont fait leur choix, hein, comme vous l'avez dit, ils ont été braqués dès le départ. Et certains ont perdu le pouvoir, d'autres estiment que bon, ce sont des jeunes de 30 à 40 ans qui dirigent le pays. Voilà, et tout ça, il y en a qui se sont braqués. C'est leur droit d'être braqués. Mais le fait qu'ils soient braqués ne doit pas nous bloquer, nous. Nous, on avance. D'accord. Et maintenant, pour répondre à votre question, qui était de... est-ce que la CEDEAO va-t-elle attendre le mois de février? Écoutez, la CEDEAO, je n'y crois plus. Très honnêtement. Ah bon? Parce qu'elle vient de prouver là, elle vient de prendre un sérieux revers avec la situation au Niger, où des chefs d'état-major ont été mobilisés. 2 grandes réunions au Nigeria et au Ghana. Oui. Où on a même dit qu'on connaît la date où on va intervenir au Niger. Peut-être qu'ils ont pensé, ils ont pensé à d'autres conséquences pour ne pas. On connaît la date où on va intervenir au Niger. On a même dit qu'on connaît la date. Les contingents ont été mobilisés. Ce président, pour ne pas faire souffrir davantage la population. J'ai vu un président qui a même annoncé le bataillon, le nom de son bataillon. Bien sûr. On a vu que les autres vont nous retrouver là-bas. Mais c'est pour vous dire que la CEDEAO s'est ridiculisée. Et on a prouvé que c'est pas la CEDEAO, c'est la CEDEAO des clans. C'est pas la CEDEAO. Et même au sein de la CEDEAO, il y a seulement 3 pays qui étaient dans cette folie là-haut. Il y a seulement 3 pays. Le Togo, il faut rendre hommage au peuple togolais, à ses dirigeants, qui ont choisi le chemin de la dignité de l'Afrique. Et le Togo a un régime démocratique. Le Togo a un régime démocratiquement élu. Si on admet leur affaire là, c'est un régime démocratiquement élu. Hein. Mais il a dit, il ne rentre pas dans cette folie. Le Cap-Vert a dit non, je ne rentre pas dans cette folie. Le monsieur du Nigeria, là, papa danseur, là, il a l'âge de mon grand-père, hein, donc voilà. Ouais, c'est pas mal ce que vous dites. Hein? Oui, il a l'âge de mon grand-père, et dans notre culture, il faut s'amuser alors. Son grand-père. Mais ce monsieur, très tôt, il a été rappelé à l'ordre par... les sénateurs? Non, pas les sénateurs.
pas l'âme du Nigeria. L'âme du Nigeria. Et là, on a dit, écoutez, ton affaire là, laisse ça ici. Et tout de suite, il a fait votre face. Et on a compris que la CEDEAO comptait sur une main étrangère pour mener cette opération. Parce que les pays qu'on a cités là n'ont pas d'armée. Le Nigeria, c'est une armée de généraux, voilà, la corruption quoi. C'est les généraux corrompus qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de fortune, et donc les troupes ne suivent pas. Et le Nigeria, bon, se battra pas. La seule armée un peu organisée parmi tous ces gens, c'était un peu le Ghana, qui a une armée solide, mais là encore, là, c'est pas évident. Le Mali, le Niger, le Burkina se battent depuis 10 ans. Ils sont en guerre. Les armées sont aguerries. Le Bénin, c'est 7500 hommes, ils n'ont pas d'armée. Mais qui vont intervenir où? Ils vont sur 1000 km, tout ça. Donc, quand on m'a dit ça, mes amis nigériens, des interlocuteurs au Niger m'ont appelé. Mais écoutez, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais attendez, soyons sérieux. Qui va intervenir et quand et comment? Comment ils vont le faire? Ils vont le faire comment? Sur quelle base? Sur quelle base d'abord? Donc, cette histoire de CEDEAO, le destin du Mali n'appartient pas à la CEDEAO. Okay. Le destin du Mali appartient aux Maliens. Okay. Et c'est à nous de décider. Maintenant, ce sont nos partenaires, nous allons continuer à dialoguer parce que la CEDEAO, l'âme de la CEDEAO, c'est-à-dire la conception de la CEDEAO a été faite au Mali. C'est chez nous ici. Donc, on ne va pas... Merci, ça, quoi. Merci d'avoir donné cet éclaircissement. Vous avez quelques mots à ajouter? Oui. Je voudrais rassurer... C'est ça, vous dites que vous avez parlé des critiques qui sont un élément indispensable pour la construction du moral. Je suis d'accord, mais ce à quoi je fais allusion, ce n'est pas les critiques. Je fais allusion au processus. Les processus sont les différentes étapes qui sont organisées. Je vous ai dit que j'ai participé à ces processus-là. Les assises, j'y étais, à tous les niveaux. Mais on peut critiquer le processus. Non, le processus, les partis ne trouvent pas le processus démocratique, bien sûr. Exemple, chaque fois que les représentants de la CEDEAO sont venus, on a appelé les partis politiques au niveau du centre de collectivité territoriale. On sait comment les débats se déroulent. Les partis politiques n'ont pas l'impression d'être entendus. Vous comprenez? Ils ont l'impression qu'il y a des décisions qui ont été prises déjà dans une boîte noire. On vient pour des questions de formalisme. Vous comprenez? Ils ont l'habitude de le faire. Bon, non, en fait, parce que je vous prends encore au mot, vous avez parlé d'un processus, d'un élément qui est fondamental. Vous avez dit que la nouvelle génération doit s'introduire, s'assumer. Si nous devons nous introduire, nous assumer, ça voudrait dire que même si on a l'habitude de le faire, si on estime qu'il y a des erreurs, il faut arrêter pour avancer. Moi, ma question, c'est beaucoup plus ça. C'est pourquoi on est ici, dans un lieu public, où tout ne se dévoile pas. Parce que on est dans le cadre, chacun de nous est dépositaire de quelque chose du pays et donc tout ne se dévoile pas. Mais entre nous, entre les quatre murs, nous devons pouvoir nous asseoir pour dire ici ça n'a pas marché, voici ce qui a marché. Et donc les autorités actuelles devraient comprendre et améliorer le processus. Le problème c'est beaucoup plus lié au niveau du processus et non au niveau des différentes étapes. Les différentes étapes sont déclinées, mais dans la réalisation du processus, il y a souvent des biais. Et je crois qu'actuellement, ce qu'il gagnerait à faire, c'est beaucoup plus un cadre inclusif. Écoutez, il y a beaucoup de partis politiques, les 280, on me disait qu'il y avait 292, combien de partis politiques déjà qui existent, mais il y a plus de la moitié qui sont prêts à accompagner la transition, qui sont favorables 100% à la transition. Donc déjà, un processus inclusif peut être construit, et même je vous dis, ces gens-là, quand ils prennent la parole, ils communiquent, vous allez voir son effet tout de suite, aussi bien sur votre pseudo-CEDEAO, que sur les partenaires, etc. Parce que eux aussi, ils attendent l'environnement interne avant de pouvoir se positionner sur quoi que ce soit. D'accord. Merci vraiment d'avoir donné des éclaircissements sur ces points. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Et nous vous rappelons qu'on avait ces deux invités de marque supérieure, Monsieur Nonstar, qui est honorable au niveau du CNT, et le professeur Abdul Karim Djamtene, qui est ancien chercheur au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion et maître assistant CAMES. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre pays, précisément des informations venant de ces grands hommes politiques, de ces hommes cultivés. C'était ces quelques mots qu'ils avaient à avancer pour éclairer votre lanterne. On se rend vers la fin de cette émission. À plus, à un prochain numéro.